Supio, merci bien de l'invitation. Mesdames, Messieurs, nous venons déjà parler des différents modèles du droit de l'entreprise en Europe et aux États-Unis. Ainsi, deux modèles de direction de l'entreprise s'opposent. Un modèle anglo-américain de type moniste et un modèle allemand du type dualiste. En plus, on peut distinguer des valeurs différentes en ce qui concerne l'organisation des sociétés anonymes dans le monde anglais, français, allemand et américain. Une décision considérée comme juste doit, à ce titre, être définie en relation avec les attentes de la société. L'histoire du droit peut éclaircir ces dépendances historiques et culturelles. Il faut jeter un coup d'œil sur l'évolution de la société anonyme en Angleterre, la France, l'Allemagne et les États-Unis. Le dernier modèle nous expliquera l'émergence de l'idée d'un gouvernement d'entreprise. J'espère que cette approche nous apportera à l'actualité du droit de l'entreprise. S'inscrivant dans la tradition médiévale des corporations d'artisans, les entreprises fondées par un Royal Charter devaient exercer le monopole d'un négoce à distance. Les associés se constituaient en corporations qui excluaient de cette affaire les autres commerçants. D'un autre côté, pour se constituer plus facilement en capital sans avoir à obtenir l'accord administratif, les marchands pouvaient se regrouper en sociétés commerciales co-partnership sans l'aval de l'État. Les sociétés de capitaux suscitaient partout une très grande méfiance. Après de longs débats sur le Joint Stock Companies Act de 1844 établit de nouvelles bases, mais seulement en 1856, le nouveau Joint Stock Companies Act introduisit une plus grande liberté contractuelle et renonça au contrôle jugé inefficace. Au terme d'âpres débats, le Limited Liability Act de 1855 renonça au vieux principe selon lequel un sociétaire devait répondre de toutes les dettes de la société sur la totalité de ses fonds. Traditionnellement, au sein des corporations, les relations étaient particulièrement régulées. Les droits et les devoirs des acteurs étaient précisés dans les moindres détails, comme à l'école, où on allait même jusqu'à interdire le chuchotement. Les codes de bonne conduite, les traditions éthiques déterminaient le mutual understanding nécessaire dans l'entreprise. C'était un old boys network, des clubs londoniens qui décidaient dans les entreprises. Adam Smith s'était déjà prononcé en défaveur d'un transfert de la direction d'entreprise aux employés. Selon lui, il n'était pas en mesure de diriger la société de façon responsable puisqu'il ne détenait pas des parts dans l'entreprise et n'y possédait pas d'intérêt personnel. Et ainsi, negligence and profusion, therefore, must always prevail, more or less, in the management of the affairs of such a company. Il s'agissait donc principalement d'assurer le capital et de veiller à sa rentabilité en renforçant le pouvoir en faveur des actionnaires. Le sentiment reste typique dans le monde anglo-américain. Un code de conduite social ainsi qu'un mutual understanding déterminaient alors les façons d'agir. La direction de l'entreprise fut finalement confiée à un réseau social qui bénéficiait d'une grande latitude pour décider du fait d'une non-ingérence législative et juridique dans laquelle on retrouve une caractéristique du droit anglais. La politique du club des détenteurs d'actions put donc s'imposer, marquée par les idées et intérêts communs. Avec
le Code de commerce de 1807, plusieurs formes de sociétés ont pu faire pour la première fois l'objet d'une définition claire, comme la société anonyme qui ne désignait pas, dans un premier temps, ses actionnaires et en conséquence était appelée anonyme. Pour garantir la sécurité des relations commerciales et se prémunir des entreprises frauduleuses, la constitution de ces sociétés était soumise à l'autorisation de l'État, validée et en dernière instance par le Conseil d'État. Les dirigeants de l'entreprise étaient élus par les principaux actionnaires. À la tête de l'entreprise siégeaient des directeurs qui étaient normalement également des actionnaires. Même les employés subordonnés pouvaient être également des actionnaires. Ceci permettait de s'assurer qu'en marge de l'assemblée de l'entreprise, qui dans certains cas n'était pas convoquée qu'une fois par an, les intérêts des actionnaires soient constamment préservés au sein de la direction de l'entreprise. Ceci constituait également un moyen de garantir que seuls les principaux actionnaires puissent s'imposer. À partir de 1851, le Second Empire fut marqué, en dépit de quelques faillites, par une vague de spéculations et de la croissance économique. L'influence de Napoléon III explique en grande partie que le pays se soit davantage tourné vers l'Angleterre. Ceci conduisit à des tentatives progressives de libéralisation du droit commercial et à l'érosion du Code de commerce au moyen des lois spéciales. La loi de 1867 sur les sociétés commerciales marque le début de la transition vers un nouveau système libéral et l'abolition des concessions d'État. Les actionnaires conservaient le contrôle, tout d'abord par l'intermédiaire de l'Assemblée générale. La décision à la majorité assure le pouvoir aux principaux actionnaires dans la plupart des entreprises. En ce qui concerne l'administration de la société anonyme, il faut reconnaître que quiconque avait la main mise sur l'Assemblée générale en raison de sa part d'action déterminait aussi la politique de l'entreprise. C'est dans cela que l'on peut considérer que le droit servit ici les intérêts de la grande bourgeoisie. La pratique prussienne des autorisations des sociétés anonymes veillait essentiellement à assurer le bien commun, ou au moins celui de l'État. Les statuts des sociétés, par contre, rendent preuve d'un débat sur les principes de la gestion de l'entreprise entre une démocratie des actions ou une aristocratie des actions. Ce n'est qu'en 1857, à l'occasion des consultations autour du Code de commerce allemand, que la structure des sociétés anonymes, avec un conseil de surveillance possible, furent précisées de façon relativement inattendue. Le concept n'était pas nouveau, puisqu'il apparaissait déjà en conseil de surveillance dans la loi française de 1856 sur les sociétés en commandite. Ce n'est qu'en vertu de la loi de 1870 que le conseil de surveillance fut introduit comme un organe obligatoire de la société anonyme. Le contrôle de l'État dut être remplacé par des conditions normatives qui contenaient en particulier des dispositions relatives à l'organisation de la société anonyme et étaient contrôlées par la Cour des registres. Le conseil de surveillance représentait ainsi les intérêts de tous les actionnaires face au directoire. Suite à la Grande Dépression de 1873, le droit de la société anonyme fit l'objet de critiques. On chercha surtout de préciser le rôle du conseil de surveillance. Avec le deuxième amendement du droit des sociétés anonymes de 1884, le principal changement fut que le conseil de surveillance n'était plus nécessairement composé exclusivement d'actionnaires. De l'avis du législateur, les intérêts des actionnaires portaient seulement sur la réussite à court terme et sur les dividendes. Ils n'étaient pas liés à la pérennité de l'entreprise et à la sécurisation à long terme de son efficience, ni à des questions servant l'intérêt général. Même si l'État, après avoir renoncé à la concession, n'entendait jouer qu'un rôle d'accompagnateur, il fallait toutefois opposer un contrepoids
aux intérêts unilatéraux des actionnaires. L'ouverture du conseil de surveillance aux non-actionnaires limita inévitablement les droits du contrôle des actionnaires, et ceci accéléra la séparation entre les associés et la société. Le fait que les membres du conseil de surveillance ne soient plus nécessairement actionnaires ouvrit ainsi la voie à la mise en relation avec la société, avec d'autres sociétés. La loi boursière allemande de 1896 renforça seulement l'obligation faite aux banques. En leur qualité de fondateurs de banques attitrées et prêteurs des entreprises, il leur était possible de maintenir leur contact avec les sociétés anonymes constituées. En tant que dépositaires des actions, elles pouvaient souvent, lors des assemblées générales, s'assurer des positions des petits actionnaires. Cette interdépendance se reflète dans la présence fréquente des banquiers dans le conseil de surveillance qui s'éloignait donc davantage encore du modèle du conseil d'administration dominé par les grands actionnaires. Le conseil de surveillance reste donc une spécificité allemande, un Sonderweg allemand. Il fut tout d'abord l'organe de surveillance du directoire par les actionnaires. Il évolua en 1884 dans un organe de contrôle indépendant qui pouvait être renforcé en particulier par les relations avec les banques ou les autres entreprises. Exception faite d'un net affaiblissement par une loi de 1937, cet organe de la société anonyme est resté identique jusqu'à nos jours. Le conseil de surveillance est de toute évidence un instrument qui peut être utilisé à des fins diverses. Le conseil de surveillance admit une autarcie croissante de la direction de la société. En même temps, le conseil de surveillance pouvait toutefois être utile à l'État pour exercer un contrôle ou renforcer les liens avec d'autres entreprises. Tel Janus, c'est en particulier par ce biais que furent établies des connexions de la Deutschland AG entre les différentes entreprises. Ceci illustre la dépendance au sentier allemande, le capitalisme rénant. La mutation des sociétés fut davantage visible lorsque celles-ci se transformèrent en grandes entreprises dotées du poids économique d'un État. Ceci n'était pas seulement le cas en Allemagne, mais également, et encore plus, aux États-Unis. Les deux nations s'en servaient pour alimenter leur croissance économique. Ceci eut cependant des répercussions sur le droit économique. Pour les entreprises, cela signifiait tout d'abord une professionnalisation de direction de l'entreprise qui conduisit à la naissance d'un nouveau management. Comme au sein des États, les différentes branches d'activité et les intérêts de la société furent délimités et confiés à des spécialistes. Il devint de plus en plus difficile pour les différents actionnaires de conserver une vue d'ensemble sur le développement de la société, de maîtriser les connaissances spécifiques et de posséder des compétences nécessaires pour peser efficacement sur les décisions. Il n'est pas surprenant que cette évolution ait suscité des critiques, en particulier aux États-Unis. En 1904, Thorstein Veblen, économiste proche du socialisme, constatait qu'il existait un fossé entre les actionnaires passifs et les dirigeants. Il remarquait que, d'une façon générale, la masse des actionnaires n'avait quasiment plus d'influence sur le management de l'entreprise. En 1914, le journaliste Walter Lippmann observa que dans les petites entreprises, le propriétaire et les dirigeants de l'entreprise ne faisaient qu'un, mais que dans les grandes entreprises, la propriété et le management s'étaient dissociés. Selon Lippmann, l'actionnaire ne verrait peut-être jamais sa propriété et qu'il était pratiquement incapable de diriger une telle entreprise. Il prognostiqua « Private property will melt away and its function will be taken over by the salaried men who direct them ». Louis Brandeis, qui en 1916 fut élu juge à la Supreme Court, publia en 1914 un essai portant sur la différenciation existante
entre la position du détenteur d'action et celle du contrôle de l'entreprise. Selon lui, la direction de l'entreprise avait obtenu, grâce à l'indifférence de la plupart des actionnaires et à une certaine habileté des fonctionnaires, le pouvoir de se maintenir elle-même. Le petit actionnaire, en revanche, était, selon lui, privé de toute possibilité de participation et par conséquent de tout pouvoir. Cette séparation entre les deux domaines diamétralement opposés, à savoir la détention d'actions et le pouvoir décisionnaire, menaçait non seulement la notion de propriété. Les petits actionnaires n'étaient, selon Brandeis, pas les seuls à être dominés, mais également l'ensemble de la communauté en tant que consommateurs. C'est la raison pour laquelle il voulait empêcher que des entreprises ou l'État obtiennent, en tant que concurrents, un trop grand pouvoir sur le marché et qu'il plaide pour la smallness de l'entreprise. Ces auteurs donnèrent lieu à d'autres contributions et déclenchèrent une discussion au sein de la société. Adolf Berle, un ancien collaborateur de Brandeis, dominait surtout et propageait les idées de Brandeis avec ses ouvrages de 1932, The Modern Corporation and Private Property, et 1954, The 20th Century Capitalist Revolution. En 1959, il intitula son nouvel ouvrage « Power Without Property ». Dans une argumentation résolument historique, il diagnostiqua les évolutions du pouvoir des actionnaires, l'extension des marchés financiers et le pouvoir croissant des equity funds qui décidaient de la politique de l'entreprise en excluant les actionnaires. Selon lui, leur pouvoir n'était plus freiné par une organisation étatique et s'exerçait sans contrôle démocratique et sans légitimité au service du profit à court terme. Ainsi, il enfreindrait les principes fondamentaux de l'économie qui, selon Berle, nécessitaient croissance, constance, participation de la société et clarté de l'organisation. En 1976, le terme de « corporate governance » figura pour la première fois au registre fédéral des États-Unis. En 1980, le sénateur Metzenbaum présenta l'ébauche de sa « Protection of Shareholders' Rights Act », qui prétendait assurer aux grandes entreprises un minimum de standards et renforçait ainsi les actionnaires. Par contre, l'American Law Institute poursuivit en revanche l'idée de compiler seulement des principes du gouvernement d'entreprise avec les Principles of Corporate Governance, Analysis and Recommendations présentés en 1992 et 1914. Après la chute de la mur du Berlin, le droit économique américain s'avéra particulièrement convaincant. On ne pouvait comme penser que la nouvelle croissance économique résultait également des processus de modernisation du gouvernement d'entreprise. Avec les scandales financiers, l'introduction d'un code pour le gouvernement d'entreprise fut considérée partout comme indispensable. Par exemple, en Grande-Bretagne, des représentants du gouvernement, de la Bourse de Londres et des comptables se regroupèrent dans un comité pour réagir face à divers cas critiques. Sous la direction de Sir Adrian Cadbury, un rapport sur les Financial Aspects of Corporate Governance, couramment désigné comme Cadbury Report, fut présenté en 1992. En 1999, le chancelier Schröder mit en place une commission gouvernementale à la suite de l'effondrement de la plus grande entreprise allemande des travaux publics, la Philipp Holzmann AG. Celle-ci recommanda l'introduction d'un code allemand du gouvernement d'entreprise qui fut rapidement accepté. C'est pour cela aujourd'hui, dans la plupart des pays industrialisés, on est confronté à des reproches similaires. L'idée d'un développement de l'économie privée en accord avec les principes déontologiques fut popularisée et s'est imposée à travers des crises d'entreprise ou économiques ayant des retombées médiatiques. L'idée d'un gouvernement d'entreprise s'est également imposée dans les organisations
internationales comme l'ONU avec les principes Ruggie qui en réalité s'intitule Guiding Principles on Business and Human Rights de 2011. L'OCDE formula même dès les années 1976 des recommandations et dans la version de 2001 furent définies conformément à la directive des Nations Unies les droits de l'homme que les entreprises sont tenues de respecter dans leurs contrats. Dans cette matière, il faut reconnaître une forte dépendance au sentier. Le faible degré d'interventionnisme de l'État en Grande-Bretagne, la promotion des principaux actionnaires en France et l'imbrication des sociétés anonymes avec d'autres entreprises, a fortiori par les membres du Conseil de surveillance Allemagne, justifiaient des particularités spécifiques du droit national qui, pour certaines, persistent encore aujourd'hui. En revanche, toutes les sociétés industrielles virent la nécessité d'introduire un gouvernement d'entreprise. La société anonyme fut, dans un premier temps, un instrument permettant de rassembler les capitaux considérables qui étaient nécessaires pour les nouveaux sites de production. L'industrialisation encouragea donc la participation de la grande bourgeoisie au développement économique. La transformation des sociétés en grandes entreprises avec un management professionnel priva les actionnaires de la possibilité de prendre eux-mêmes des décisions compétentes. Les dirigeants devinrent des véritables chefs d'entreprise. Autour de 1900 se posa alors pour la première fois la question de savoir comment ces directions indépendantes pouvaient être contrôlées par les actionnaires et l'État. De Brandeis à Burr, le développement du gouvernement d'entreprise fut expliqué par des changements historiques. Même l'idée d'un marché général sur lequel les prix sont réglés par l'offre et la demande ignorait déjà le rôle fondamental de l'État pour le fonctionnement du marché. Elle fut rendue presque obsolète par le nouveau pouvoir des marchés. La montée en puissance du gouvernement d'entreprise ne fut pas toujours consécutive à des crises économiques, mais peut être également interprétée comme le signe d'un scepticisme largement répandu au sein de la société à l'égard des grandes entreprises et la liberté du marché. L'analyse historique revoit, à juste titre, aux problèmes des entreprises qui ont atteint depuis bien longtemps, voire dépassé, la capacité financière d'un État. Dans un système juridique qui laisse les États exercer le pouvoir représentatif au nom de leurs citoyens, cette situation constitue une provocation au point de vue de la théorie des États. Un pouvoir non légitimé et non contrôlé, qui peut même être utilisé contre les peuples, est considéré comme une menace. Les entreprises, en tant qu'enfants de la liberté d'entreprendre, deviennent des menaces à l'égard de l'État libéral, car elles peuvent justement user de leur pouvoir économique pour suspendre cette liberté. L'État démocratique peut, à l'inverse, difficilement priver les entreprises de la liberté qu'il vient à peine de leur octroyer avec la libéralisation des marchés. Cependant, il n'est pas certain que la codification de ces règles déontologiques constitue une solution durable et efficace à ce dilemme. Je vous remercie, monsieur, madame.